Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour et bienvenue à tous, c'est notre édition en 3 parties ce matin avec le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter, qui est réalisé avec les télés locales de France et le réseau Via Télévision. Puis deuxième partie de l'émission avec Territoire d'Info, l'invité politique aujourd'hui c'est Gilbert Collard, le candidat sur la liste Rassemblement National aux élections européennes qui sera notre invité politique. Enfin Territoire Sénat, l'actualité sénatoriale en fin d'émission. Tout de suite c'est le JT des territoires, on s'y retrouve dans un tout petit instant. On commence ce JT avec les opérations escargot un peu partout en France, sur le périphérique à Paris, mais également à Toulouse hier. Taxis et auto-écoles redoutent l'ubérisation de leur profession. Ils ont protesté contre le projet de loi d'orientation des mobilités et la réforme à venir du permis de conduire. Sur place, Anne-Sophie Pellegrini pour Via Occitanie. Opération escargot sur le périphérique toulousain. Ce lundi matin, les auto-écoles et les taxis de Toulouse et de toute la France protestent contre le projet de loi d'orientation des mobilités et la réforme à venir du permis de conduire. Le problème, il est dans les différents articles qui ont été proposés par le gouvernement et de donner la possibilité aux maires des communes de créer des stations de VTC. En parallèle aux stations de taxi. De donner la possibilité aux VTC, aux lotis, aux capacitaires d'emprunter les couloirs de bus. À la grogne des chauffeurs de taxi s'est ajoutée ce lundi matin la grogne des moniteurs d'auto-école. La réforme du permis de conduire prévoit la création de plateformes en ligne pour passer son permis, au détriment des auto-écoles de proximité, selon les moniteurs. Il ne faut pas que des jeunes de Paris puissent utiliser nos secteurs pour travailler. Ils ne connaissent pas nos élèves, ils les prennent. Et la précarisation et l'ubérisation, c'est la précarisation des futurs emplois. Adopté au Sénat en avril, le projet de loi d'orientation des mobilités propose 15 mesures, dont une prime de 400 € annuels pour aller au travail à vélo et en covoiturage, des véhicules autonomes dès 2020 et un permis de conduire moins cher et plus rapide. On reste dans la voiture, plus rapide, plus écolo. C'est le transport qui pourrait révolutionner les villes dans les prochaines années. Les usagers pourraient ainsi être transportés d'un point A à un point B dans des capsules lancées à grande vitesse à travers la ville. Urban Loop, c'est son nom, est conçu comme une façon audacieuse de remplacer la voiture en diminuant de moitié le temps de transport. 4 écoles d'ingénieurs y travaillent, elles sont nancéennes. Ce projet, ce sont des tests grandeur nature qui pourraient être menés dans les prochains mois avec un objectif, des capsules opérationnelles pour 2024. Anne-Sophie Pierson pour Via Mirabel nous le raconte, regardez. Des capsules au design très moderne, lancées dans des tubes à grande vitesse et où l'on peut lire son journal, ce sera peut-être votre moyen de transport d'ici quelques années. C'est en tout cas le projet sur lequel travaillent une centaine d'étudiants et 4 universités nancéennes. Urban Loop est conçu comme un moyen individualisé de transport, plus rapide et surtout plus écolo. Urban Loop est dédié à une zone urbaine de taille moyenne pour gagner en temps de transport. Sur un trajet dans une ville comme Nancy, on peut mettre facilement 20 à 30 minutes pour aller d'un point à l'autre de l'agglomération. Là aujourd'hui, on vise à diviser par 2 les temps de trajet. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est diminuer la place importante des véhicules dans l'aire urbaine. Et pour que ce projet un peu fou ne reste pas qu'un rêve, la phase de test a déjà commencé. Dans cet atelier, grâce à une maquette, une dizaine d'étudiants travaillent sur la gestion du trafic et le contrôle des capsules. Je travaille sur la gestion du trafic. Comment les capsules peuvent se déplacer, dans quelle direction, et comment nous assurer qu'elles s'arrêtent bien aux stations. L'objectif est d'être capable de les diriger comme on le souhaite. Ces étudiants américains sont venus spécialement de l'université de Cincinnati pour travailler sur ce projet innovant. Ce projet est vraiment révolutionnaire en matière de transport. Nous utilisons les mêmes systèmes de transport qu'au XVIIIe siècle et qui sont aujourd'hui dépassés. Il faut revoir les modes de transport, les adapter aux enjeux du monde contemporain et qu'ils puissent être facilement utilisés par tous. Pour démontrer la faisabilité d'Urban Loop, des tests à grande échelle devraient être réalisés dans les prochains mois. Sur le campus de Brabois, une boucle de 200 mètres a été installée pour tester les toutes premières capsules.
qu'est-ce qu'on voit? On voit une zone de passage à niveau ici, donc qui permet l'insertion urbaine. Les véhicules peuvent circuler et traverser la voie. Et on voit également une zone de tunnel semi-enterré, avec une face supérieure qui est ouverte, qui permet de laisser passer la lumière. Et donc cette zone semi-enterrée est là pour démontrer la faisabilité de l'insertion dans le paysage urbain, donc dans des voies de circulation habituelles. Ces tests doivent permettre de trouver des partenaires industriels et de nouveaux financements. Voilà, ce sujet de Via Mirabel ne dit pas ce qu'on fera des trottinettes dans ces cas-là. Après plusieurs années d'hésitation et de recours, 6 éoliennes sont actuellement en cours de montage à Esley, à quelques centaines de mètres du col du Poirier dans les Vosges. Alors que certains y voient un intérêt économique, d'autres redoutent que cette installation leur nuise. Les éoliennes devraient cependant être opérationnelles en juillet. Anthony Sapp et Denis Lequienne de Via Vosges nous en parlent. Regardez. C'est l'aboutissement d'un projet de très longue haleine, des pales de 57 mètres délicatement déposées à quelques centaines de mètres du col du Poirier. Entre les communes d'Aillet et Valfroy-Court, 6 éoliennes de 150 mètres de haut seront bientôt dressées ici. Le projet initial en prévoyait 15, c'était en 2010, 15 éoliennes à Aillet et dans les communes alentours. Mais jugé trop proche de la station radar d'Auzunvilliers, l'armée a mis son veto. Aillet est resté seul en course, son maire voyant une opportunité de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses communales et intercommunales. Nouveau coup d'arrêt quelques années plus tard lorsque l'association Paysage et Nature de la Campagne vosgienne dépose un recours qui ira jusque devant le Conseil d'État sans succès. Le montage des éoliennes est donc actuellement en cours. On entend toujours le nucléaire, t'as fait Fessenheim qui a arrêté, à Cattenom qui est pas loin, on est quand même au centre de tout ça, donc si on peut produire un peu d'électricité localement, pourquoi pas le faire. Il y aura certainement une petite retombée économique aussi qui va vous permettre de nous aider dans le financement à la commune, parce que bon, aujourd'hui on n'a plus guère de financement, on essaie de récupérer à droite à gauche pour pouvoir investir. Ça peut changer d'une année sur l'autre. Bon, je pense que ça peut presque doubler le budget communal. Un budget d'environ 20 000 € selon le maire Gérard Kisslig. De leur côté, les membres de l'association Paysage et Nature de la Campagne vosgienne déplorent évidemment la validation du projet en pensant notamment au patrimoine immobilier des habitants du village. C'est des petits patrimoines, des maisons qui valent pas très cher et qui demain seront totalement invendables. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième problème, c'est l'environnement paysager, bien sûr, puisque bon, on aura des éoliennes qui font 150 mètres de haut. Personne n'a envie d'habiter près d'une éolienne de 150 mètres de haut. Et le troisième problème, c'est ce qui nous pose quand même souci, qui était l'objet de notre recours, c'est le problème de la santé. On avait pointé le problème qu'il pouvait y avoir avec les infrasons. Ça n'a pas été retenu dans nos recours au niveau du Conseil d'État. Je pense que ça le sera un jour. En attendant, les membres de l'association restent vigilants et n'excluent pas une nouvelle action en justice. Les éoliennes, quant à elles, devraient être opérationnelles au mois de juillet. On en comptera ainsi une trentaine dans les Vosges. On ouvre à présent une page éco-recyclage dans ce JT grâce à la Dépêche du Midi et ses équipes vidéo et grâce aux canivores. Ne jetez plus vos canettes n'importe où. Cela se passe à Toulouse. Regardez, les canivores sont de simples récupérateurs de canettes métalliques qui permettent d'aider les lieux de restauration à faire le tri. Léo Rébérol pour la Dépêche du Midi. Ils sont de plus en plus nombreux en ville. Les canivores, de simples récupérateurs de canettes métalliques, permettent d'aider les lieux de restauration à faire le tri. On a commencé avec les canettes parce que c'est un emballage qui est consommé énormément dans la restauration rapide, les universités, les coworking, les cafétérias, notamment dans les centres-villes, et qui finit la plupart du temps incinéré, quoi. Il est jamais recyclé. Et du coup, vu que c'est un emballage en plus en métal, donc facilement recyclable, on s'est dit c'est dommage qu'il y ait tout ce gaspillage. La canette, vu qu'elle n'est pas refermable, elle est consommée sur place, donc c'était le plus logique de s'attaquer à ce type d'emballage. 70 barils d'huile de garagiste ont donc trouvé une seconde vie et sont installés dans l'hypercentre toulousain. Ces récupérateurs sont gratuits. Et pour pérenniser le projet, ils disposent d'un encart publicitaire. Là, c'est nos collecteurs de canettes. On leur a donné un petit nom, c'est Canivore. Donc on les personnalise aux couleurs de nos annonceurs. Donc il y a la publicité en haut et en bas là, sur le sticker. Et là, c'est une affiche 60x40 classique. Au-delà de ça, on a aussi fait un partenariat avec les Restos du Cœur, donc qui est directement affiché sur le collecteur. Donc pour chaque canette recyclée, c'est 1 centime d'euro reversé au Restos du Cœur. Donc ça incite aussi à trier, et peut-être ça sensibilise des gens qui sont moins sensibles à l'environnement mais plus sensibles à une cause sociale. Ça peut aussi les motiver à faire le bon choix, on va dire. Les canivores sont vidés 2 fois par semaine
25 000 canettes sont ainsi récupérées chaque mois dans ce vélo remorque. Elles sont ensuite revendues à un recycleur de métal à Colomiers pour devenir par exemple de nouvelles canettes. Voilà, vivre en ville, manger comme à la campagne, ce n'est pas un mode de vie rêvé. C'est situé à Drancy, c'est créé par 2 amis d'enfance originaires de la ville. Le panier d'à côté, c'est donner une mission, apporter aux citadins le meilleur de la campagne. Ça passe par un circuit ultra court avec une trentaine de producteurs franciliens. Reportage de Cédric Dandreville de Via Grand Paris, regardez. Que ce soit le fromage, les légumes ou les œufs, tout dans cette boutique est produit en Île-de-France. Situé à Drancy et créé par 2 amis d'enfance originaires de la ville, le panier d'à côté s'est donné une mission, apporter aux citadins le meilleur de la campagne. Ça passe par un circuit ultra court avec une trentaine de producteurs franciliens. Donc c'est des producteurs qui font de l'agriculture biologique ou de l'agriculture raisonnée. On veut les produits les plus sains et les plus frais possibles. Donc pour cela, on se réapprovisionne en produits frais tous les 2 jours environ, on ne stocke pas. Et aujourd'hui, pour la tournée matinale, direction le Val d'Oise. Premier arrêt dans cet élevage de volailles. Puis passage chez ce producteur de champignons. Alors là, on vient de finir la tournée, on a récupéré la volaille au Vers-sur-Oise, on vient de récupérer les champignons à Méry-sur-Oise. On retourne en boutique pour mettre tout ça sur l'étalage. 40 minutes plus tard, retour donc en Seine-Saint-Denis et les produits récoltés le matin même ne tardent pas à trouver preneur. J'ai pris des cuisses de lapin, du foie de lapin. Aujourd'hui, c'est tout, parce que je les avais commandés. Ouvert en octobre 2018, le panier d'à côté s'est déjà constitué une petite communauté d'habitués. Parce que c'est des produits de saison, donc c'est de l'agriculture raisonnée, qu'on fait vivre les commerces de quartier, qu'on a de la chance d'avoir autre chose que des kebabs sur Drancy. Rester à Drancy pour y imposer une démarche écolo-responsable, un choix pleinement assumé par la start-up. On propose des produits à des gens qui peut-être pensent que le bio est beaucoup plus cher ou le fait d'avoir des produits directs producteurs est beaucoup plus cher, alors que non, c'est pas vrai. On reste dans les prix des magasins aux alentours avec une qualité qui est bien meilleure. Incubés dans une pépinière à Montreuil, les 2 entrepreneurs de moins de 30 ans veulent pérenniser leur activité et ils espèrent bientôt ouvrir une 2e boutique, toujours en banlieue. Voilà, on poursuit ce JT des territoires. Dans un instant, avec la revue des unes de la presse quotidienne régionale, il s'agit beaucoup d'Emmanuel Macron. Vous allez voir pourquoi. Ça commence par la une du Dauphiné libéré, un des journaux du groupe EBRA, une interview exceptionnelle d'Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale, Saveria. Je ne peux pas rester spectateur. Déclaration d'Emmanuel Macron ce matin, à 5 jours du scrutin des européennes. Le chef de l'État monte au front. Il donne une interview dans plusieurs titres de la presse quotidienne régionale, interview dans laquelle il réaffirme son engagement européen. Si je laisse se disloquer l'Europe, j'aurai une responsabilité devant l'histoire. Le chef d'État qui a su être un acteur de la campagne et met en garde contre l'abstention. Le président dénonce une connivence entre les nationalistes et des intérêts étrangers, évoquant notamment l'influence de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, ou encore les financements russes de partis extrêmes. Voilà, Jefferson Desports et Denis Caro, 2 journalistes de la presse quotidienne régionale, sont sur ce plateau et participent dans un instant au Club de la Presse. Ils ont rencontré Emmanuel Macron hier. Voilà, à la une toujours de l'Est républicain, Macron en chef de campagne dans cet entretien. À la presse quotidienne régionale, le chef de l'État estime qu'il n'a pas d'autre choix de s'impliquer dans la campagne. Je ne peux pas être un spectateur, mais un acteur de cette élection européenne qui est la plus importante depuis 1979, parce que l'Union est face à un risque existentiel. Le chef d'État estime avoir une responsabilité devant l'histoire. Il constate que toutes les autres listes en font un référendum contre le président de la République et le gouvernement. Il ne s'agirait pas que je sois le seul à ne pas pouvoir prendre la parole, se défend le chef de l'État, accusé par l'opposition de sortir de son rôle sur la politique française. Emmanuel Macron déclare n'avoir absolument pas l'intention de remplacer son Premier ministre, quel que soit le résultat des élections. J'ai toute confiance en Édouard Philippe, qui s'engage sans compter auprès des pro-européens. Le chef de l'État était interrogé par 9 journalistes des grands groupes de la presse régionale, comprenant une 50aine de quotidiens, 2 absents notables, La Voix du Nord et Le Télégramme, qui ont
refusé cette interview pour des raisons d'équilibre politique, mais également car l'Élysée souhaitait relire l'entretien avant la publication. Et l'Est républicain, c'est Macron, chef de campagne, et la Voix du Nord, elle se penche, elle, ce matin, donc sur les 80 km/h. 80 km/h, marche arrière, c'est au président des conseils départementaux que va revenir la charge d'établir la vitesse maximale. Ils vont devoir aussi en assumer les conséquences. Édouard Philippe ne voit aucun inconvénient à laisser les présidents des conseils départementaux la capacité de déroger aux 80 km/h sur les routes secondaires, comme le prévoit un amendement porté par le groupe En Marche à l'Assemblée nationale. À lire dans la Voix du Nord, donc des élus partagés. Le Nord est clairement pour repasser à 90 km/h dès que la loi le permettra. Dans le Pas-de-Calais, les élus sont plus prudents. Autre grand sujet dans l'actualité, un sujet de société. Les dernières nouvelles d'Alsace, les DNA ce matin et la reprise des soins pour Vincent Lambert. La Cour d'appel de Paris a tranché. Les soins doivent reprendre pour Vincent Lambert. Ils doivent reprendre jusqu'à ce qu'un comité de l'ONU se prononce sur le fond du dossier. Jean Paillot, l'avocat des parents de Vincent Lambert, à l'annonce de la décision, a même évoqué une remontada. C'est une très grande victoire, a déclaré de son côté la mère de Vincent Lambert, François, le neveu, favorable lui à l'arrêt des traitements de son oncle en état végétatif depuis plus de 10 ans, a lui dénoncé la reprise des traitements y voyant du sadisme pur. Merci Saverin, on vous retrouve pour l'actualité sénatoriale. En fin d'émission, tout de suite c'est le Club de la Presse. 2 journalistes de la presse quotidienne régionale étaient présents à l'Élysée pour interviewer Emmanuel Macron. Ils sont sur ce plateau ce matin. A tout de suite. Bonjour Denis Caro, merci d'être là. Vous êtes directeur de la rédaction du groupe Nice Matin. Et bonjour Jefferson Desports, vous êtes journaliste politique à Sud-Ouest. Merci d'être là ce matin. Je vous ai tous les deux vus sur la photo, autour de la table ronde, dans le salon des aides de camp, avec Emmanuel Macron. Alors déjà, cette interview à la presse quotidienne régionale, elle s'est déroulée dans quelle ambiance Allez, Jefferson Desports. Une ambiance classique d'interview quand on est face au chef de l'État. On était 9 titres de la presse quotidienne régionale réunis. On n'était effectivement pas dans le bureau présidentiel qui est au premier étage à l'Élysée. On était au rez-de-chaussée dans la salle attenante au Conseil des ministres, donc le salon des aides de camp précisément. Voilà, on a eu affaire à un Emmanuel Macron extrêmement déterminé avec le fait majeur de cette interview qu'il faut retenir, c'est son engagement de plein pied dans la campagne des européennes. Alors vous avez senti, Denis Caro, que vous aviez un chef de l'État ou un chef de campagne, ou les deux ? On avait les deux et là en l'occurrence c'était plutôt le chef de campagne. C'est notre titre ce matin, Macron mouille la chemise, c'est totalement ça. Il considère que c'est de son devoir de s'engager très fortement dans la fin de cette campagne et il le fait avec toute la détermination qu'on lui connaît, mais en donnant l'impression, Emmanuel Macron, d'être tout seul. Pendant le grand débat, c'est lui qui s'est engagé, qui a retroussé les manches. Là, la liste de Nathalie Loiseau donne l'impression de patiner. Il y a une vraie incertitude sur l'issue du scrutin. Donc le président de la République, effectivement, met le costume du chef de campagne. Jefferson Desports, le chef de l'État, vous avez retenu, d'ailleurs c'est votre titre en haut dans le fait du jour, dans cette double page de Sud-Ouest, que l'histoire nous jugera sur l'écologie, dit le président de la République. Pourquoi vous avez focalisé là-dessus ? Vous l'avez trouvé parce que dans cet entretien parce que c'est un des très thèmes profond sur ces thèmes-là. C'est un thème qui revient, très intéressé par ces thèmes-là, qui est un des fils rouges finalement du discours du président. Mais surtout derrière tout ça, en une, vous avez, je ne veux pas rester spectateur. Donc ça, c'est quand même le fait majeur, ce que disait Denis Caro. Il rentre dans la campagne, il s'investit parce que justement, il a besoin d'un résultat. C'est tout ça. Alors évidemment, l'écologie, c'est un message envoyé, mais derrière, on a vraiment un président qui veut une victoire le 26 mai prochain, donc dimanche. Il ne veut pas arriver en deuxième position derrière la liste du Rassemblement national. Il sent que c'est maintenant que ça se joue dans les derniers jours. Je pense que c'est un constat qui est partagé dans tous les états-majors politiques. Donc maintenant, voilà, il rentre dans cette campagne pour sortir en tête dimanche soir, parce que une partie du macronisme va aussi se jouer au Parlement européen. Ce sera le deuxième étage de la fusée. Si l'Europe s'enlise, si l'Europe devient ingouvernable, alors beaucoup de réformes, notamment sur l'écologie, notamment sur l'Europe de la défense, notamment sur l'agriculture, sur la PAC, beaucoup de sujets majeurs risquent d'être enquistés au Parlement européen. Et pour ça, il lui faut le leadership et il lui faut une victoire en France. Et alors, il tacle les nationalistes, évidemment, qui veulent la diviser. Ce sont mes premiers ennemis, Denis Caro, il l'a dit, le président de la République. Il vous a dit. Emmanuel Macron a sciemment dramatisé l'enjeu. Il explique que ce sont les élections les plus importantes depuis 40 ans, depuis 1979.
Pour lui, il y a un vrai risque que l'Europe se disloque, d'où l'importance d'avoir un résultat dimanche qui permette de faire avancer le projet européen et de mettre en place un projet et une politique à l'encontre de ce que préparent effectivement les nationalistes. Alors, renationaliser notre politique agricole serait une erreur profonde pour nos agriculteurs. Je me tourne vers vous, Gerson Desport, puisque Sud-Ouest a évidemment les éditions dans beaucoup de départements ruraux. Ce message aux agriculteurs, c'est quoi? C'est l'Europe, au fond, vous a sauvé, vous aide tous les jours? Oui, c'est surtout la réaffirmation de dire que voilà, cette politique agricole commune qui n'est certes pas parfaite a ses intérêts. Il se pose aussi en défenseur de ce sujet-là. Donc c'est un des messages qu'il a envoyé, qu'il a fait passer. Et évidemment, celui-ci est essentiel. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Les exploitants agricoles sont directement concernés. Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, Édouard Philippe était en Charente pour un déplacement de 48 heures. Il est allé aussi au contact des agriculteurs. Il était à Libourne encore plus récemment. Voilà, donc il y a aussi une envie de parler justement au territoire. Le refonder Schengen, c'est quoi? C'est un clin d'œil là à cet électorat qui s'apprêterait à voter pour le Rassemblement national? Effectivement, c'est un appel du pied à cet électorat-là. Refonder Schengen, lisser les critères d'asile dans l'ensemble de l'Europe. D'acceptation. On voit que l'immigration est effectivement un des sujets majeurs de la campagne, que le positionnement de Nathalie Loiseau n'a peut-être pas été très clair depuis le début. Et là, Emmanuel Macron remet clairement les pendules à l'heure. Sur l'abstention, il dit ce serait un échec pour la démocratie. Il est inquiet, le président de la République, que ces élections ne mobilisent pas les électeurs. Et c'est surtout ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'il il note un vrai paradoxe. C'est le terme qu'il utilise. On a eu la crise des Gilets jaunes avec l'envie de toujours plus de démocratie. Et là, on a un rendez-vous électoral affiché où on peut avoir un rendez-vous dans les urnes, on peut exprimer son opinion. Et là, on est face à peut-être une abstention record. Il y a là donc un paradoxe. Dernière élection nationale avant les présidentielles. Exactement. Et c'est surtout que derrière cette élection, le président entre dans le cycle des élections intermédiaires avec les municipales, les départementales, les régionales. Il va y avoir des élections tous les ans et elles seront toutes couperées pour le chef de l'État, bien entendu. Mais là, ce qu'il note, c'est que comment peut-on expliquer qu'on a eu la crise des Gilets jaunes avec l'envie d'avoir un RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, de toujours plus de participation, et arriver à la première élection, au premier rendez-vous, avec une abstention record. Il y a là un paradoxe. Alors il ne dit pas que ça discrédite ce mouvement-là, mais en tout cas ça interpelle, et il est certain qu'on aurait pu s'attendre à une meilleure, en tout cas un meilleur intérêt pour cette élection-là. Est-ce qu'il est revenu avec vous sur ses relations avec Angela Merkel, qui ont fait beaucoup parler ces dernières semaines après cette interview dans la presse quotidienne allemande d'Angela Merkel, qui décrivait des vraies tensions entre eux. Même des confrontations. Et des confrontations. Effectivement, Emmanuel Macron est revenu largement sur le couple franco-allemand, en expliquant que comme dans tous les couples, il y a des disputes. Et il a rappelé également que dans l'histoire du couple franco-allemand, il y a toujours eu des désaccords, des difficultés. Et ces désaccords... Il citait également De Gaulle et Adenauer, Mitterrand, Kohl, Schröder-Chirac, tout le monde au fond. Et c'est ces désaccords qui ont permis d'avancer. Donc aujourd'hui, on voit les désaccords, on ne voit pas encore clairement ce qui va permettre au couple franco-allemand d'avancer. Vous l'avez senti inquiet, le président de la République? Vous l'avez senti comment, en état d'esprit? Le fait est de vouloir parler et de s'engager aussi fort traduit forcément... si ce n'est pas une inquiétude, en tout cas une forme d'urgence à, comme le disait Denis Caro, à mouiller la chemise, en tout cas à s'impliquer, parce que le message ne passe pas forcément très bien. Donc est-ce qu'il est inquiet? En tout cas, il est extrêmement déterminé, et le fait est qu'il fasse tout ça nous conduit à penser au moins qu'il est très intéressé par le résultat. Et je le disais tout à l'heure, il veut une victoire. Il ne faut pas le lire autrement. C'est l'engagement, c'est le président à tout faire. Il était en première ligne sur le débat. Il monte au front aux européennes. Il est inquiet aussi que les bons messages n'aient pas été passés durant la campagne. Et il répète notamment, l'Europe n'est pas l'ennemi des territoires. Et il aurait voulu visiblement que les débats sur le fond soient beaucoup plus concrets qu'ils n'ont été pendant la campagne. Une question qui m'a intéressé. Qui est le plus grand ennemi de l'Europe? Vous lui avez posé cette question. Donald Trump, Vladimir Poutine ou les Européens eux-mêmes? Qu'est-ce qu'il vous a répondu?
Là, c'est un mélange. Alors évidemment, la question est ramassée. Évidemment, ce qu'il dit, c'est que au fond, et ça aussi, c'est un constat qui est partagé, l'Europe est devenue le terrain de jeu des grandes puissances. Derrière, il y a des envies de déstabilisation, que ça vienne des États-Unis de Trump, que ça vienne de la Chine. Mais il les juge à égalité, ces tentatives de déstabilisation? Après, il fait une distinction entre la géopolitique, ce qui relève aussi des accords commerciaux, de la politique elle-même et des nationalistes et des populistes qui veulent, dit-il, bloquer et disloquer l'Europe. Pourquoi La Voix du Nord et le Télégramme de Brest n'ont pas voulu retranscrire, être présents même à cette interview? Pour quelle raison? Parce que, dit-on, vous avez convenu avec l'Élysée de faire relire l'interview et que La Voix du Nord et le Télégramme ne souhaitaient pas s'engager dans ces dispositions de relecture. La Voix du Nord est sur une doctrine depuis quelque temps qui consiste effectivement à refuser systématiquement la relecture des interviews. Alors de notre côté, on ne découvre pas aujourd'hui qu'un certain nombre d'interviews politiques sont relues. C'est l'usage dans la presse nationale, beaucoup moins dans la presse quotidienne régionale, que le président de la République, dont la parole porte évidemment, notamment sur les questions internationales, souhaite maîtriser chacune de ses déclarations. On le comprend de notre côté. Imaginez qu'une interview face à 9 journalistes aurait été totalement réécrite et caviardée. C'est totalement impossible et effectivement, il y a eu quelques corrections de forme, pas plus. Donc, Nice Matin, Macron mouille la chemise, et puis la double page, c'est le fait du jour. Dans Sud-Ouest, vous avez retenu l'histoire nous jugera sur l'écologie, puisque le président de la République a beaucoup parlé de ces thèmes-là. Jefferson des Sports, Denis Caro, merci d'être venu nous raconter comment s'est déroulée cette interview du président de la République à la presse quotidienne régionale hier à l'Élysée dans le salon des aides de Caen. On va regarder ensemble la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. Vous allez voir, ça s'améliore beaucoup. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, il est arrivé, c'est Gilbert Collard, candidat sur la liste RN aux élections européennes, qui est notre invité politique en direct sur ce plateau. Tout de suite, on va regarder ce qui se passe du côté du reste du monde avec le Zap Monde de TV5 Monde, ce que vous devez retenir de l'actualité dans le monde. Avec l'Ukraine, à peine investie, le président Volodymyr Zelensky convoque des législatives anticipées. Le comédien de 41 ans cherche à profiter de l'élan suite à sa victoire écrasante avec 73% des voix en Ukraine. Et puis le Venezuela avec le président Nicolás Maduro, qui a encore le soutien de l'armée alors que l'opposition peine à fédérer les mécontentements du chavisme. On se retrouve après le Zap Monde de TV5 Monde. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Qu'il n'avait pas foulé le sol de son Haut-Katanga natal. Moïse Katumbi descend de son jet privé, tout de blanc vêtu, comme les milliers de partisans qui l'accueillent. Le blanc en signe de paix. Je reviens pour la paix et pour la réconciliation dans notre pays. Et surtout pour défendre les intérêts du peuple congolais et défendre notre constitution.
La main droite posée sur la Constitution, l'ancien comédien et humoriste Volodymyr Zelensky a officiellement prêté serment en tant que président lors d'une cérémonie au Parlement. Un mois après sa victoire écrasante face à Petro Poroshenko, il devient ainsi à 41 ans le plus jeune chef d'État qu'ait connu l'Ukraine. Dans son discours d'investiture, il a fixé ses priorités pour son pays, l'un des plus pauvres d'Europe, en proie à un conflit avec les séparatistes pro-russes dans l'Est, guerre qui a déjà fait près de 13 000 morts en 5 ans. Beaucoup le disaient à bout de souffle, mais Nicolas Maduro tient toujours. Sourire aux lèvres, le président vénézuélien est d'ailleurs à nouveau dans la rue, avec ses partisans, pour célébrer l'anniversaire de sa réélection. L'occasion d'annoncer la tenue d'élections anticipées à l'Assemblée nationale, un organe présidé par Juan Guaidó, son principal opposant et président autoproclamé. Nous allons organiser des élections. Nous allons rendre légitime la seule institution qui ne l'a pas été depuis 5 ans, afin de voir qui a le soutien du peuple, qui a son vote et voir qui gagne. La montée des marches n'a plus de secret pour les frères Dardenne. Détendus et souriants, ils sont rodés à l'exercice de la pose photo. C'est déjà la 8e fois qu'ils présentent un film en compétition. Ils briguent une 3e palme d'or avec l'histoire d'un jeune ado séduit par le discours d'un imam extrémiste. Ahmed, pourquoi tu vas là-bas? Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur? On a pu éviter le fait de stigmatiser une population et en même temps, on a pris vraiment aussi au sérieux ce qu'est l'islamisme.